Bonjour, donc bon après-midi. Nous nous retrouvons pour la suite des aventures minières. Aujourd'hui, l'aventure concernera les impacts, concernera donc l'autre volet, le volet qui est souvent moins joyeux, mais enfin on verra qu'il y a des solutions, on verra qu'il y a des problèmes scientifiques derrière, on verra que c'est un domaine qui, là aussi, est un domaine qui est très très intéressant et qui correspond à, enfin on en parlera un petit peu tout à l'heure, qui correspond vraiment à un domaine scientifique qui n'existait pas autrefois et qui a vraiment explosé au niveau mondial, comme on le verra tout à l'heure, notamment sur les problèmes liés à la pollution due aux métaux lourds. La mine n'est pas la seule. Alors ces impacts, comme on va le voir donc, dans ce cours, ces impacts ne sont pas tous propres à l'industrie minière. On va les retrouver souvent dans d'autres activités industrielles, mais enfin j'ai essayé d'être un peu exhaustif pour voir justement les différents volets. Ça permet aussi de réfléchir et puis de faire le lien avec des informations ou des données que l'on a par ailleurs. Donc cette industrie extractive, comme vous le voyez sur cette photo, effectivement, on va avoir des impacts très très importants au niveau, alors on en reparlera, au niveau visuel, c'est probablement les premiers impacts que l'on voit tout de suite, justement dans le paysage, avec des mines qui par rapport à autrefois sont très souvent des mines à ciel ouvert qui vont donc sortir des quantités de roches vraiment très importantes, souvent des roches qui donnent des minerais à faible teneur, donc on va d'autant plus sortir des quantités de roches qui sont importantes que ces concentrations sont faibles, et donc les volumes de roches qui vont être remués seront tout à fait considérables. Alors, d'abord, pour commencer, un petit schéma que j'aime bien pour juste voir la mine avant, pendant, et puis donc on va projeter peut-être après. Alors avant, donc on est dans un terrain géologique standard, donc on a une forêt, peu importe, une végétation, on a un sol et puis des terrains provenant des niveaux altérés, plutôt des niveaux géologiques. Et puis dessous, donc, on a une roche, quelle qu'elle soit, avec donc un gisement qui peut être exploité. Donc le minerai qui est ici en rose sombre, en magenta. Donc l'exploitation minière, ça va être d'abord de retirer ce qui n'a pas d'intérêt économique, mais qui en revanche a un intérêt écologique et environnemental, puisqu'il s'agit de la végétation et donc des premiers mètres qui est le sol, qui est un paramètre le sol est un matériau très fragile, et l'exploitation va consister à séparer, alors au niveau de l'exploitation, au niveau du traitement, ça va consister à séparer le plus possible ce qui est donc le stérile, donc ce qui est la roche qui entoure la minéralisation, de ce qui est la minéralisation proprement dite. Et évidemment, dans la nature, les choses sont évidemment un peu complexes. Donc il faut effectivement faire une exploitation qui explore, donc on a besoin de données chimiques permanentes, de données de texture, de données sur le matériau qu'on est en train d'extraire, parce qu'on avance très souvent un petit peu à l'aveugle. Et donc ça donne ces grands trous qu'on va voir, on va en voir plusieurs, donc ces grandes exploitations à ciel ouvert. Et une fois que le minerai est exploité, on va le broyer. Il va être broyé, enfin classiquement en tout cas, il va être broyé. Pardon. Et on va donc faire un tri. Ça se fait souvent en le flottant, donc en faisant agir des tensioactifs, et on va ainsi séparer par exemple les sulfures, qui sont le minerai, ou les oxydes de métaux lourds de tous les minéraux qui constituent la roche. Donc ça va nous donner d'une part l'essentiel qui constitue donc les déchets de traitement, et puis la minorité qui est économiquement intéressante, et c'est donc ce petit tas qui vaut économiquement de faire l'ensemble de l'opération. À la fin, donc, ce concentré va partir en métallurgie, donc on va sortir le métal, et puis on aura les laitiers et tous les déchets provenant de l'activité métallurgique. Donc vous voyez qu'on va générer, avec cette activité minière, on va générer d'une part donc une grande cavité. Cette cavité, il va falloir effectivement en faire quelque chose. C'est des questions qui sont extrêmement ouvertes encore actuellement, vu les volumes qui ont été bougés. On aura d'autre part donc, les résidus provenant donc, des stériles, qui sont ici, les résidus provenant du traitement des minerais, donc toute la partie qui n'a pas
dans lesquels on n'a pas pu récupérer le concentré. Alors, ce n'est pas parce qu'on n'a pas récupéré qu'il n'y en a pas. Donc, il peut y avoir justement des sulfures. On le verra pareil qu'ici. On verra que les soucis vont venir du fait qu'on a peu, notamment de sulfures, qui sont les matériaux réactifs lorsqu'ils sont dans l'atmosphère terrestre, hein, mais les volumes sont considérables et ce sont de ces deux ensembles, c'est-à-dire les stériles et les déchets de traitement, que vont venir l'essentiel des soucis chimiques par la suite. Donc, ces volumes-là sont en effet beaucoup plus modestes. Alors, pour illustrer, on a effectivement des colorations et des aspects visuels qui sont absolument spectaculaires. Ce sont donc vous en trouvez, il y en a des bleus, il y en a mais des bleus vraiment des bleus azur, il y en a des verts. C'est des milieux donc artificialisés parce qu'effectivement tout est artificiel ici. Hein, vous avez des digues. La composition de l'eau n'est absolument pas naturelle. Hein, donc elle provient, là il s'agit. Donc on est dans le Wisconsin, dans les mines de fer historiques du Wisconsin. Ça fait près de 150 ans que ça fait, oui, beaucoup plus que 150 ans que c'est exploité. C'était à plus petite échelle à l'époque. Et donc ce que vous avez ici de rouge, c'est pas un polluant dangereux, c'est simplement de la silice qui contient de l'hématite. On appelle ça du jaspe, et dans lequel on n'a pas pu retirer justement toute l'hématite, tout le minerai de fer qui est parti. Donc vous avez ces colorations. Alors ce qui est intéressant sur cette mine, c'est pour ça que je l'ai choisi, il y a beaucoup de mines sur Terre, c'est parce qu'on a une photo de la NASA qui nous montre deux mines qui sont l'une à côté de l'autre. Hein. Donc on est dans le Wisconsin, on n'est pas très loin, le lac supérieur devrait se trouver à peu près par là. Et donc chaque mine a son bassin pour faire décanter ces déchets miniers. Et vous voyez qu'ils ont les deux bassins n'ont pas du tout la même couleur. Ça vient tout simplement du fait que dans cette mine-là, on exploite essentiellement de l'hématite, hein, qui est donc l'oxyde de fer ferrique. Lorsqu'on va le broyer justement pour sortir le concentré de minerai de fer, il va être effectivement très rouge. Alors qu'ici, à côté, c'est un niveau dans lequel, le niveau qui est exploité, c'est de la magnétite, hein, c'est un oxyde de fer qui est noir. Et vous voyez que du coup, dans les deux cas, la coloration de l'eau n'a aucun rapport évidemment l'une avec l'autre. Voilà, donc s'il faut bien voir, c'est que tout ça c'est donc une grande famille. Hein. Vous avez à la fois la mine, sa cavité, les terrils, le bassin de décantation, et donc tout ça c'est sous eau, et donc on verra qu'il y a parfois des soucis avec justement les barrages qui vont confiner ces bassins de décantation. Alors un héritage à maîtriser, c'est effectivement très souvent on hérite d'une situation passée. Il faut savoir qu'il y a 100 ans, il y a 50 ans, il y a parfois quelques petites dizaines d'années, les réglementations environnementales n'étaient pas du tout au niveau de ce qu'elles sont actuellement. Il n'empêche, il faut qu'on fasse avec. Ces mines sont peut-être plus exploitées, mais il faut pouvoir les assurer pour minimiser leurs risques, les risques qu'elles peuvent présenter pour l'environnement. Et puis il y a des fois où on a simplement une exploitation qui s'est arrêtée, comme ici par exemple dans l'île de Nauru. Ça c'est un sujet que j'aborderai plutôt dans le cours concernant la durabilité des ressources. C'est une île du Pacifique qui, après avoir vécu sur un train de vie luxueux, est devenue le deuxième plus pauvre pays du monde, totalement ruiné après cette exploitation de phosphate. Donc on a ici deux lacs justement, deux lacs d'exor de mines, avec soit des lacs qui ont évolué naturellement, et on verra pourquoi on a cette évolution à la fois avec des oxydes de fer et des solutions qui sont très, très acides, et un lac qui est en voie de réhabilitation. Donc on est ici dans l'est du Québec, et donc on a donc une solution qu'on essaye de neutraliser. Et il y a quand même pas mal de métaux de transition, notamment de cuivre, dans cette eau, d'où la couleur tout à fait surprenante. Donc voilà, donc ces photographies sont assez spectaculaires, mais elles ont aussi un message derrière. Hein. C'est pas uniquement, c'est pas du tourisme. Hein. C'est intéressant de voir ce contraste donc de situations. Alors cet après-midi, j'ai séparé plutôt deux types d'impacts. Les impacts que j'ai appelés les impacts directs, donc qui seront les impacts, je dirais presque en temps réel, c'est-à-dire les impacts que vous allez ressentir ou qui vont être exercés tout de suite sur l'environnement, et puis les impacts indirects qui vont être ces impacts qui arrivent avec le temps, qui parfois mettent des dizaines d'années avant d'être réellement révélés, ce qu'on appelle donc les bombes à retardement, entre guillemets évidemment, et donc des sites qui étaient un peu oubliés, qui n'étaient pas très importants, que l'on ne voulait pas trop voir et qui petit à petit deviennent des points de contamination et qu'il faut évidemment traiter.
Alors, ces impacts directs, on commence, donc, vous voyez, il y en a quand même un certain nombre, donc il y en a quelques-uns qui sont importants mais qui ne sont pas dramatiques en termes environnementaux, et puis il y en a d'autres qui sont à la fois qui vont concerner la sécurité des travailleurs, la sécurité de l'environnement, donc que ce soit les poussières ou que ce soit les fumées, effectivement, ça va être un souci. Les stabilités de site, je n'en dirai pas grand-chose, effectivement, dans le cadre du cours. Et puis, cette partie-là donc, sera, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sera discutée dans le cours sur la durabilité. On traitera également ces fameux conflict minerals dont a parlé l'administrateur dans l'introduction donc, à la chaire de cette année, à la leçon inaugurale. Donc, ces fameux minéraux donc, qui valent effectivement des conflits et qui vont nourrir des circuits pas toujours très officiels. Donc, sur ces impacts, donc, le cours sera suivi d'un séminaire qui sera donné par Pierre Toulouat, qui est le directeur scientifique de l'INERIS, de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques, et justement avec notamment donc, ce que l'on fait justement pour la stabilité des sites dans des régions minières. C'est une question qui se pose et qui se pose en France. Alors on commence d'abord là aussi simplement avec donc les impacts visuels, et je vais simplement illustrer, donc là ce sera assez rapide, c'est simplement illustré sur deux aspects, l'un en creux, l'autre en relief, avec donc d'une part donc, ces énormes cavités qui sont creusées. Donc là c'est un gisement de diamants, donc c'est une kimberlite en Sibérie, c'est le plus grand gisement de diamants de Sibérie, et c'est le troisième plus profond trou fait par l'homme dans le monde, 600 mètres de profondeur. Donc il y a d'autres cavités dont on parlera un peu plus tard, donc qui sont encore plus profondes, mais enfin déjà 600 mètres de profondeur, c'est assez impressionnant. Et alors ces cavités, effectivement, sont... donc on ne sait toujours pas comment on va les réhabiliter. Les volumes, effectivement, il est hors de question de pouvoir les remplir à nouveau, donc il faut un petit peu d'imagination. Et donc à droite, en revanche, ça c'est autre chose, donc c'est en relief, donc ce sont les terrils qui vont être laissés par l'activité minière qui est en relief. Et vous voyez qu'ici, en revanche, on a un problème très très sérieux, qui est un problème d'érosion qui se pose dans le monde entier. Lorsque vous avez des terrils qui sont par définition non consolidés, puisque ce sont des matériaux qui ont été broyés, qui, à différentes échelles, selon que c'est un terril de traitement de mine directe ou de traitement de minerais, la pluie va effectivement éroder ces terrils, et effectivement on va avoir un point de contamination environnementale qui pourra s'avérer sérieux avec le temps, parce qu'on va voir que les minéraux, notamment les sulfures, vont évoluer avec le temps dans l'atmosphère oxydante dans laquelle on se trouve. Et les choix des pays, donc vous voyez, on est dans n'importe quel pays, les problèmes sont exactement les mêmes, ce n'est pas du tout une spécificité d'un pays par rapport à un autre. Alors ces impacts, on va avoir on va effectivement avoir des problèmes, enfin on va plutôt se préoccuper de la sécurité des travailleurs donc, sur les mines. Alors j'ai mis à part, donc on n'est pas concerné par les substances énergétiques, donc j'ai mis de côté notamment le charbon, l'uranium qui a effectivement une réglementation qui est spécifique, et le charbon qui est de très loin l'activité minière qui cause le plus de soucis dans le monde sur à la fois les impacts directs, les taux de mortalité, etc. Alors ces impacts directs que l'on a, donc ces impacts sur la santé, donc on va y revenir un peu plus précisément, ce sont les poussières, donc notamment les fibres, ça peut être les fibres donc, par exemple de type amiante, ça peut être les poussières de type silice, notamment de silice cristallisé, de quartz, donc qui vont s'accompagner effectivement de pouvoir déclencher des maladies. On peut avoir des produits chimiques, du bruit, et puis notamment le stress thermique sur les mines profondes. Ces mines profondes, on les connaît actuellement surtout en Afrique du Sud. Les niveaux auxquels on exploite le minerai d'or sont des niveaux qui sont extrêmement profonds. Vous voyez la température de la roche environnante, on est sur des environnements qui sont vraiment extrêmes. Ces mines profondes, pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup d'autres dans le monde, mais on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait, donc peut-être que les exploitations profondes seront généralisées s'il faut aller chercher la ressource à ces profondeurs. En tout cas, c'est effectivement une problématique importante, le stress thermique, pour permettre aux personnes de travailler.
Et le dernier point, c'est que dans un certain nombre de cas, on va avoir des normes internationales pour permettre donc aux travailleurs de pouvoir opérer dans ces environnements hostiles. Donc on a notamment des mesures de concentration limite auxquelles on peut être exposé. Donc c'est le cas par exemple de la silice cristalline. Donc c'est intéressant parce que ça montre que toutes les silices n'ont pas la même activité en termes de santé entre la silice amorphe par exemple et la silice cristallisée. Alors, si on regarde un peu plus près donc les problèmes des poussières, donc c'est un problème majeur. Ça, je pense que vous avez tous vu des carrières, notamment, donc, et pourtant c'est en plein air, donc effectivement ça dégage pas mal de poussière. En mine, on a en plus le confinement lié donc, au travail en galerie. Donc c'est effectivement une problématique majeure. Et donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc on va avoir la teneur donc, en éléments pénalisants, c'est-à-dire en quartz. Le quartz c'est SiO2, donc cristallisé. Et ça va déclencher donc, des maladies pulmonaires, des pneumoconioses, qui vont être donc, associées à la présence de quartz, la silicose, qui vont être liées à des réactions complexes lors de l'inhalation de fibres de type amiante. Et donc ces amiantes, juste pour en dire un mot, ce sont les deux grands soucis. Alors ce n'est pas forcément une exploitation d'amiante, hein. Ça peut être par exemple dans certains environnements, on va exploiter des minerais, par exemple de nickel, par exemple de cuivre, dans des roches dans lesquelles il peut y avoir un peu d'amiante. C'est-à-dire cette amiante n'est pas du tout recherchée, mais lorsque vous allez broyer le minerai, lorsque les camions vont se déplacer, lorsqu'on va dégager donc, des roches pour arriver au minerai, eh bien, on va remuer des terrains qui contiennent de l'amiante. Et donc on va provoquer des volages d'amiante et on connaît les dégâts effectivement que cela peut occasionner. Et quand on parle d'amiante, il faut évidemment séparer le type d'amiante. Amiante, ça ne veut rien dire, enfin ça veut dire beaucoup de choses, mais ce n'est pas un minéral en tout cas. Donc différents minéraux vont avoir les propriétés de type amiante et on distingue notamment les serpentines, donc des minéraux qui sont des minéraux en feuillet, simplement que vous allez replier le feuillet sur lui-même, donc ça donne des minéraux en fibres qui sont en général des fibres pas très très droites, hein, qui sont, vous voyez, donc un peu tordues et surtout extrêmement nombreuses, assez fines et courtes. Par opposition donc, aux amphiboles, d'autres silicates, qui sont des silicates qui cristallisent avec des doubles chaînes de tétraèdres silicatés, qui donc favorisent cette direction, et vous voyez tout de suite la différence de morphologie. Ce sont vraiment des aiguilles qui sont ainsi développées. Donc on contraste évidemment, notamment, il n'y a pas que ça, il y a aussi des éolites et d'autres minéraux qui ont ces propriétés de type amiante et qui ont malheureusement toutes des impacts absolument importants sur la santé. Alors, les réflexions sur cette amiante, c'est notamment lorsqu'on va compter, par exemple, la concentration en fibres d'amiante, on le voit, le problème sur ce type de fibre qui est ici, c'est que notamment les amiantes de type serpentine, les chrysotyles, vont se dilacérer. Et vous voyez qu'à partir d'une grande fibre, eh bien, on a plein de petites fibres qui vont pouvoir se découper. Et effectivement, la notion de concentration et de dangerosité ne va pas du tout être proportionnelle au poids, parce qu'effectivement, c'est fibre à fibre qu'on va avoir les impacts sur la santé. Donc ce sont des minéraux qui sont complexes et qui vont continuer à évoluer, même lorsqu'ils ont été extraits, même lorsqu'ils sont sur un sol ou sur de la végétation en volage, ils vont continuer à se dilacérer et à voir leurs fibres se séparer. Il y a un endroit en France où on a exploité une mine d'amiante, c'est dans le Cap Corse, c'est à l'ouest du Cap Corse, la mine de Donza, qui se trouve, enfin à côté de Donza, la mine de Canaries, pardon, qui se trouve à côté du village de Donza, qui se trouve ici. Vous voyez donc les terrains qui ont été exploités, et on voit effectivement, il y a encore peu de temps, en tout cas, on voyait les impacts significatifs sur l'environnement. On voyait effectivement beaucoup de fibres d'amiante qui étaient tout autour. Alors, ce qui est intéressant avec l'inhalation de ces fibres, c'est que les budgets des fibres, c'est-à-dire la taille que l'on va retrouver, des fibres que l'on va retrouver dans les différentes parties de l'appareil pulmonaire, en fait, ne vont que peu changer selon qu'on respire par le nez ou par la bouche pour les granulométries faibles. Elles vont en revanche être beaucoup plus affectées dans les granulométries moyennes, c'est-à-dire au niveau du micron, mais on voit que pour les particules les plus fines,
eh bien, quel que soit le système de respiration, on va avoir effectivement des impacts importants, notamment au niveau alvéolaire, où vous voyez que de toute façon, dans les deux cas, ce sont les fibres les plus fines que l'on va retrouver dans les alvéoles. Alors pourquoi est-ce qu'on se concentre autant dans les alvéoles? C'est que, effectivement, dans les alvéoles, on est en fin de chemin. Et donc les fibres qui vont arriver dans ces environnements vont effectivement, c'est elles qu'il va falloir chasser donc de l'appareil pulmonaire. Et alors dans ce cas-là, eh bien, lorsque vous avez inhalé ces fibres, il y a différents chemins. Alors le premier chemin le plus direct, ça va être effectivement l'impact direct sur les cellules épithéliales. Donc ces fibres vont éventuellement pouvoir passer. Elles vont passer, donc, lorsqu'elles sont très petites, elles vont passer dans le système sanguin, elles peuvent migrer pour passer dans la plèvre, et effectivement, ça peut donner lieu donc, à des mésothéliums au travers de cette action directe d'aiguilles d'amiante qui sont directement passées au travers donc, de ces cellules épithéliales. La plupart de ces fibres, cependant, vont déclencher une alerte, donc les macrophages vont venir intervenir, donc les cellules qui nettoient les poumons, et toutes les poussières sont classiquement évacuées par ces macrophages qui effectivement vont les phagocyter et donc vont permettre de les éjecter de la vacuole. En revanche, lorsque les fibres sont beaucoup trop grandes, eh bien, lorsque ces fibres sont trop grandes, le macrophage va mourir, ça va déclencher effectivement des signaux d'alerte supplémentaires qui vont amener de nouveaux macrophages, qui vont amener des leucocytes spécifiques, et donc ça va déclencher une inflammation, et c'est cette inflammation qui, par exemple, dans le cas de la silice, va provoquer donc, la formation donc, de fibroblastes, la prolifération de fibroblastes qui va arriver à la fibrose qui est effectivement à l'origine de la silicose, c'est-à-dire progressivement on a la vacuole qui ne sera plus capable d'échanger l'oxygène. C'est une réaction qui est irréversible et donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de suivi de la silicose dans le monde entier. Et puis donc les cancers du poumon peuvent effectivement arriver donc là aussi donc, par cette voie. Alors lorsqu'on regarde les cellules impactées, bon ça c'est le résumé donc pour la silicose, simplement, oui, juste pour ne pas me répéter, ce qui est important, c'est la très grande diversité des activités dans lesquelles on va pouvoir retrouver de la silicose. Donc lorsqu'on travaille sur les diatomées, on a des gisements de diatomées en France, travailler sur le granit, et notamment le fait que le granit pour pierre de parement, eh bien, il va falloir le scier, donc le travailler, donc ça va générer beaucoup de poussière, et le sable, par définition, effectivement, dès que le sable sera sec, il y aura des envolements qui seront importants. Donc à chaque fois, effectivement, on risque d'avoir des problèmes si on ne suit pas donc, les consignes de sécurité qui sont données. Alors les effets biologiques sont spectaculaires dans le sens que l'on peut voir ici, par exemple, des macrophages qui ont interagi avec un certain nombre de fibres. Alors il y a une fibre naturelle donc, qui est une amiante. Et vous voyez que ça ne se passe pas très bien, c'est-à-dire qu'effectivement le macrophage n'est pas arrivé à phagocyter donc, les fibres d'amiante et qu'effectivement elles passent au travers de la paroi et donc très probablement le macrophage est mort, alors qu'effectivement sur d'autres fibres comme des laines de verre ou des laines de roche, eh bien, progressivement les fibres de verre vont venir se coller sur la paroi épithéliale, vont pouvoir sur la paroi du macrophage plutôt, et c'est quand même mieux, et puis effectivement, progressivement, ils vont ainsi être phagocytés. Ce que vous voyez ici, c'est que certaines fibres synthétiques sont encore pires que les amiantes, dans le sens qu'elles ne peuvent pas du tout être phagocytées par ces macrophages. Et donc on aboutit donc à ces situations donc, de mort du macrophage, et ça va générer donc au travers des réactions dont je parlais tout à l'heure, donc qui sont des réactions complexes mais qui sont bien cernées, ça va déclencher donc la formation notamment d'oxydes de fer amorphes. Donc ce sont des oxydes de fer amorphes avec en plus un peu de phosphate qui vont venir cimenter carrément ces fibres. Ces fibres à ce moment-là ne vont plus bouger, elles vont être en permanence dans le poumon et elles vont donc créer des dommages puisqu'on respire en permanence et que le poumon continue donc à bouger.
Et effectivement, ça va être une des raisons pour lesquelles ces amiantes sont extrêmement dangereuses. Alors ces amiantes n'ont pas toutes, ceci dit, la même réactivité. Lorsqu'on compare les deux types d'amiantes qui sont donc d'une part donc l'amiante de type amphibole, de type serpentine qui est ici, donc c'est cette amiante. Hop. Voilà, c'est cette amiante-là hein, avec ces fibres qui sont contournées, ces fibres de petite longueur, qu'on va comparer avec l'acrocidolite, avec une amiante de type amphibole de ce type. Voilà, nous y voilà. Eh bien, on voit un grand contraste entre justement ces amiantes à fibres courtes, les chrysotyles, avec des amiantes à fibres longues, qui sont les amiantes amphiboles, qui vont résister beaucoup plus longtemps en milieu pulmonaire. Alors ça, ce sont des études en simulant donc, le liquide biologique, en simulant en plus le fait que lorsque l'on a des cellules qui sont sous stress, le pH intracellulaire est à ce moment-là modifié, donc les durées de vie sont effectivement modifiées, mais ceci dit, les deux types d'amiantes n'ont pas du tout la même durée de vie. Ça ne veut pas dire qu'elles sont moins dangereuses hein, lorsqu'elles durent moins longtemps, parce qu'en fait elles contiennent beaucoup de fer, et l'oxydation du fer dans le poumon va pouvoir notamment produire des radicaux libres qui eux aussi ont un impact direct sur la santé. Donc ça, ce sont les fibres. Un autre type de rejet, ce sont les émissions. Alors les émissions, ce que j'ai mis émissions sur les émissions gazeuses en fait, avec des études qui ne sont pas toujours très faciles. Elles ne sont pas toujours très faciles à mener parce qu'il faut avoir des mesures significatives. Les mesures significatives dans l'air, ça dépend du point que vous mesurez, ça dépend du vent, ça dépend de beaucoup de paramètres. Donc c'est un métier qui est effectivement complexe. Et là, j'ai pris donc une étude qui est sortie il y a quelques mois à peine sur le Queensland, sur une mine qui est dans le nord-ouest du Queensland, donc en Australie orientale, et qui est un énorme gisement donc, de plomb zinc, Mount Isa. Et ce que l'on voit par exemple, c'est que c'est des mesures qui n'avaient jamais été publiées, c'est qu'on voit que les sorties par exemple en arsenic, hein, juste pris un seul exemple, hein, les sorties ici en rouge sombre, c'est la norme, et vous voyez qu'on est au-dessus de la norme, et même on est beaucoup au-dessus de la norme pendant beaucoup de mois dans l'année. Effectivement, ça semble avoir un impact sur la santé des personnes qui habitent sur ce domaine. Et bon, la publication pose effectivement la question de l'adaptation à la réglementation. Il faut que la réglementation soit effectivement respectée. Et donc maintenant que l'on a des mesures qui vont permettre de suivre si les indications données sont suivies sur place, eh bien effectivement, on aura peut-être un peu plus de moyens de pression pour que les niveaux émis baissent. Hein, c'est une question de traitement effectivement des fumées qui sont émises. Donc l'arsenic est effectivement, comme le plomb et comme le zinc, ce sont des éléments qui sont relativement volatiles et qui vont effectivement partir par voie aérienne et ainsi pouvoir se diffuser donc, dans l'environnement proche et même à moyenne distance. Alors, il y a des images qui sont spectaculaires, comme celle-là. Donc, cette fois-ci, on quitte l'Australie, on va au Canada. Ce sont des grands pays miniers, hein, tout ça. On est dans l'Ontario. Sudbury, c'est plein nord de Toronto. Et on a effectivement une cheminée. Sudbury, c'est un énorme gisement de nickel avec platinoïdes associés. Et on va donc avoir donc, une cheminée. On va griller, pareil, on va griller les sulfures pour les transformer en oxyde, parce qu'un sulfure, on ne peut pas y travailler dessus, donc il faut l'oxyder pour ensuite retirer le métal. Et donc l'idée était d'avoir une cheminée la plus haute possible pour que les flux gazeux partent relativement loin. Vous voyez qu'on a effectivement une cheminée qui est la plus grande cheminée, la plus haute, plutôt cheminée du monde, et qu'on émet effectivement des concentrations de SO2 qui étaient extrêmement importantes. Ça s'est réduit hein, depuis... C'est pour ça que j'ai rajouté ça, c'est qu'on a baissé d'un ordre de grandeur suite justement à des mesures un peu plus précises de l'environnement. On a demandé à faire baisser donc, les taux d'émission. Donc vous voyez qu'il peut y avoir effectivement des réponses qui sont variées, mais c'est vrai que la vraie réponse c'est de diminuer donc, les flux. Alors la stabilité des sites, je ne vais pas en dire grand-chose, ce sont des événements qui sont spectaculaires. Hein. Donc il y en a eu un notamment il y a près de 2 ans donc dans le plus grande mine à ciel ouvert du monde, hein, à Bingham dans l'Utah, avec des volumes
remués qui sont absolument énormes, hein, 70 millions de mètres cubes. Et je crois qu'il n'y a que le... Oui, il n'y a que le... Enfin bon. Donc, l'intérêt, c'est qu'il avait pu y avoir un monitoring, comme on se doutait quand même, vous voyez, la pente est importante. On suivait par monitoring, interférométrie, radar, l'évolution de la topographie, et on a pu évacuer donc, les mineurs. Il n'y avait personne qui travaillait, ils ont juste été évacués la veille, et ça s'est effondré donc, le lendemain. Voilà. Donc vous voyez, les volumes concernés sont considérables. Hein, donc, ça, donc après le volcan Sainte-Hélène, c'est la taille du trou en fait, qui montre que les terrains remués donc, sont effectivement en volume très très important. Et on peut avoir, pareil, donc, au-dessus de mines, donc une mine qui s'effondre effectivement, donc l'ensemble des terrains qui vont s'effondrer d'autant, donc c'est à la fois dramatique hein, si jamais il y a des mineurs qui sont en dessous, et c'est effectivement dramatique s'il y a des constructions qui sont au-dessus, donc ça, ce sont effectivement des choses qui, là, ça vient de Nouvelle-Galles du Sud, donc d'Australie. Et le dernier point, qui est probablement un des plus préoccupants sur les impacts environnementaux, ce sont les ruptures de digues. On a eu 2 accidents, alors il y en a eu un aussi sur une mine de charbon, mais on en a eu 2 sur mine métallique l'an dernier, à 1 mois de distance. Donc l'un qui s'est produit donc, dans le nord du Mexique et l'autre dans l'ouest du Canada, avec donc ce sont des ruptures de digues. Donc ce sont ces digues que l'on a vues tout à fait au début, ces eaux très colorées qui étaient tenues donc, par un mur de soutènement qui, de temps en temps, là, il s'est effondré. Et donc à ce moment-là, ça relâche dans l'environnement ces boues, dont on reparlera un petit peu tout à l'heure, qui sont donc des milieux complexes. À la fois, très souvent, les solutions sont des solutions très acides, puisqu'on a voulu attaquer le minerai, notamment l'acide sulfurique, et c'est en plus rempli de sulfure. Donc ces sulfures, ayant été broyés, seront très réactifs et vont s'oxyder très vite dans le milieu environnant, en relâchant donc autant de métaux lourds. Et puis on a eu une autre rupture qui a été spectaculaire parce qu'elle a pu être suivie avec des passages de satellites justement où on voit donc cette mine donc de Mount Pelée en Colombie-Britannique. Hein, donc on est au nord-est de Vancouver. Dans les Rocheuses canadiennes. Ici, c'est le bassin de rétention donc, de ces eaux qui surnagent sur donc, tous les stériles de traitement. Et la photo d'après, eh c'est quelques jours après. Vous voyez qu'il y a eu une rupture, effectivement. Donc, le petit filet d'eau, il a été emprunté donc, par ces déchets. Donc, on a entièrement vidé le bassin qui est parti contaminer la rivière. Et donc, pour l'instant, il se fait une évaluation donc, de l'impact. En temps réel, ce n'est jamais très, très important. C'est plutôt au bout d'1 an ou 2 que ça devient important. Là aussi, les volumes concernés sont des volumes absolument considérables. Et donc, vous voyez cette fuite, entre guillemets, enfin, cette arrivée donc, de déchets dans la rivière qui était située en contrebas. Le domaine du long terme va concerner essentiellement les impacts liés aux métaux lourds qui vont être relâchés dans l'environnement. Alors ça concerne effectivement les pays miniers, mais ça concerne des pays comme l'Europe de l'Ouest, parce qu'en Europe de l'Ouest, notamment en France, on a une activité minière importante, avec souvent des petites mines qu'on a oubliées parce qu'elles sont maintenant en pleine campagne, en plein bois, et sont recouvertes de végétation. Ce n'est pas pour ça qu'elles n'existent plus, elles vont continuer, effectivement, si elles n'ont pas été sécurisées, si on n'a pas veillé à confiner notamment donc les résidus de ces mines, eh bien, ça va constituer autant de points d'émission donc, de ces métaux lourds. On verra tout à l'heure justement qu'on y arrive relativement bien lorsqu'on prend le taureau par les cornes, donc on arrive à maîtriser justement ces impacts, il n'y a pas de fatalité du tout. On va distinguer donc, contamination et pollution. Donc, la pollution étant avec la notion de danger. Donc, contamination, c'est le premier point. La pollution, ça va être le contexte au-dessus, enfin le danger au-dessus, lorsque ça va affecter l'homme et l'écosystème. Et lorsqu'on parlera de dépollution, on empêchera la diffusion de ce polluant
on l'empêchera la diffusion de ce polluant. Et c'est ce qu'on verra lorsqu'on discutera donc de ces problèmes de réhabilitation de sites. Très souvent, ce n'est pas uniquement en retirant un terrain contaminé qu'on va le traiter, on essaye souvent aussi d'immobiliser in situ. Les volumes à traiter sont souvent absolument considérables et donc financièrement, il ne serait pas possible de faire autrement. Donc on essaye donc de limiter, voire d'empêcher totalement la diffusion de ce polluant. Donc différents organismes en France interviennent, donc je pense que Pierre Toulois en parlera, il les connaît les 4 très bien, donc il vous en parlera juste tout à l'heure pendant sa présentation. La nocivité chimique, donc comme je l'avais déjà dit, la nocivité chimique est relative, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'éléments il y a des éléments qui sont tout le temps polluants, c'est-à-dire donc aucune dose n'est bénéfique, par exemple le plomb, typiquement, le plomb ou l'antimoine ou l'arsenic, alors qu'en revanche, d'autres éléments vont se trouver dans des situations intermédiaires, c'est-à-dire qu'à faible dose, cet élément va être utile, voire indispensable à la vie, donc, par exemple le sélénium, on en trouve dans toutes les bonnes pharmacies, et pourtant le sélénium est un contaminant redoutable, donc lorsque la concentration est trop élevée. Et donc effectivement, on voit ici les effets biologiques avec donc, des deux côtés donc une situation de deux dangers. Lorsqu'on a trop peu de ces éléments ou trop de ces éléments, on est de toute façon en mauvaise situation et il y a juste un optimum. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas d'absolu, ce n'est pas zéro concentration, c'est une concentration qui ne doit pas être au-delà donc, de l'optimum de concentration. Donc chaque élément devrait pouvoir, donc ça c'est une courbe qui est très générale, qui n'est absolument pas normée, on n'a pas de concentration, on n'a pas de nom d'éléments chimiques derrière ça, c'est de la toxicologie. La toxicologie est une science qui demande énormément de mesures pour avoir une signification statistique, donc il faut effectivement des cohortes de population importantes dans des situations qui soient maîtrisées. Donc on est sur des risques qui sont faibles, donc c'est effectivement pas facile. Mais donc la toxicologie nous donne quelques réponses, mais il y a beaucoup d'éléments sur lesquels on ne connaît pas, les impacts. Et donc c'est justement le rôle d'organismes comme l'INERIS de travailler là-dessus et surtout d'encourager des équipes à s'y investir. Et comme je l'avais aussi dit, donc la contamination en concentration pure, souvent ça ne veut pas dire, ça n'a pas de signification dans le sens que selon la spéciation, c'est-à-dire la forme sur laquelle se trouve l'élément chimique, donc on va justement en parler tout à l'heure, notamment à propos de l'arsenic, du plomb et du zinc, lorsque l'on va changer la spéciation, puis on va changer les impacts. Ici, c'est la concentration de plomb dans le sang, et donc cette concentration, on voit qu'elle dépend beaucoup plus de l'endroit où on se trouve, donc de la nature de l'environnement chimique de l'élément qui est contaminant, dans ce cas-là c'est le plomb, plutôt que de sa concentration. Vous voyez que beaucoup de courbes sont ou horizontales ou avec une pente qui est relativement faible. En tout cas, on n'est pas du tout sur des effets qui sont linéaires, avec zéro élément, zéro effet, c'est-à-dire toutes les courbes qui passeraient par l'origine. Donc on va ici aussi distinguer ce qui est donc une action, un impact à très court terme d'un impact à long terme. Alors, dans la gamme des contaminations, l'amine n'est que l'une des sources de contamination. Il ne faut pas donc tout voir en noir de ce point de vue-là. Ici, on a un certain nombre de sources, de termes sources pour donc donner des intrants qui vont arriver dans les nappes, ici dans un niveau aquifère par exemple. Donc on a l'agriculture, l'activité industrielle au sens large et la gestion des déchets. Et l'activité minière va se retrouver ici, donc avec cette expression AMD, le drainage mini-acide, dont on va reparler un petit peu tout à l'heure. C'est donc lié à l'oxydation donc des sulfures et donc à l'évacuation donc en solution des métaux lourds qui sont associés donc à ces eaux qui sont acides. Et donc tout ça, ça va venir effectivement contaminer les cours d'eau, et donc ça va être un premier souci. Alors le second souci, qui a souvent été, qui a été un peu laissé sur le côté jusqu'à il y a quelques dizaines d'années, c'était les émissions atmosphériques. Un certain nombre d'éléments chimiques vont être volatiles lors du traitement métallurgique, et donc on va les retrouver en effet différé spatialement, c'est-à-dire que lorsqu'il va pleuvoir, eh bien, on va avoir la précipitation de ces métaux
qui vont être souvent sous forme de petites particules, donc des points de nucléation des gouttes d'eau. Lorsque vous êtes dans le nuage, la goutte d'eau va se former en nucléant autour de ces hétérogénéités et va ainsi pouvoir tomber sur le terrain. Et à ce moment-là, elle amène avec elle donc, la particule autour de laquelle elle s'est formée. Donc cette eau qui est contaminante va effectivement sous le vent, donc c'est toujours sous le vent que ça va se passer, donc va nous amener des concentrations en métaux lourds qui peuvent être significatives et qui ne seront pas au pied de l'usine, au pied de la mine, mais qui seront ainsi décalées. Alors, qui c'est qui agit dans ce cas-là ? Les acteurs principaux, ce sont les interfaces, ce sont les surfaces des minéraux. Les minéraux eux-mêmes sont en général des espèces qui sont relativement stables, sauf lorsqu'on change vraiment leurs conditions, leur contexte de stabilité. Mais très rapidement, c'est-à-dire dans des temps de type minute, ce sont les surfaces, ce sont les interfaces, c'est-à-dire les surfaces qui séparent le minéral de son environnement, par exemple les solutions, par exemple des milieux biologiques, ce sont ces surfaces qui vont venir réagir. Ce sont ces surfaces qui vont donc piéger, par exemple comme ici, on voit ici du plomb piégé sur une surface d'alumide, eh bien, ce sont ces surfaces qui vont piéger les métaux lourds. Sur ces surfaces vont se développer des biofilms. Ces biofilms seront très importants parce que petit à petit, on va perdre la mémoire du minéral qui est dessous, et c'est la réactivité donc, de cette activité bactérienne qui va devenir prédominante. Donc vous voyez que le milieu devient complexe. Très souvent, on a en plus des dépôts de matière organique liés justement avec cette activité microbienne. Et donc, ce sont ces interfaces complexes qui vont piéger donc, les éléments chimiques, qui vont ainsi s'échanger aussi avec les éléments chimiques dissous dans l'eau, et qui expliquent en fait le pouvoir culturant des sols. Si on a des sols qui sont riches en nutriments, eh bien c'est parce que justement les surfaces des oxydes de fer, les surfaces des argiles, associées avec de la matière organique, vont effectivement piéger des nutriments comme les nitrates, les phosphates, dont se nourrissent les végétaux. Donc il y a les deux aspects. Il y a les aspects qui sont positifs dans le cas de l'agriculture, il y a les aspects qui sont négatifs lorsque ces éléments, ce ne sont plus des phosphates ou des nitrates, mais ce sont au contraire des arséniates ou des composés de plomb, ou de zinc. Et ce que l'on a, c'est donc un continuum entre le minéral et l'eau libre avec de l'eau liée. Donc il y a toute une physico-chimie complexe. Cette eau liée n'a pas du tout les propriétés de l'eau normale. Vous avez tous entendu parler, je pense, des sables mouvants. C'est justement cette eau qu'on libère lorsqu'on fait bouger les sables mouvants. Donc c'est une eau qui devient libre, c'est pour ça qu'après il y a des propriétés mécaniques qui sont assez différentes, alors que sinon cette eau est effectivement tenue par une énergie d'attraction interfaciale. Et ces interfaces vont piéger de façon redoutable les éléments chimiques. Donc là, on est ici sur des échelles de 0 à 100%. Donc là, c'est le pourcentage de métal qui est piégé à la surface d'un oxyde. Et donc là, ce sont des oxydes de fer. Et ce que vous voyez, c'est que j'ai opposé les cations et les anions. Donc les cations chargés positivement, lorsque le pH va diminuer, lorsque donc la concentration en protons augmente dans la solution, vous allez protoner votre surface. Vous mettez donc des ions H+, à la surface de l'oxyde ou du silicate. Et donc petit à petit, votre surface va se charger positivement, ce qui explique que donc, les cations qui sont par définition chargés positivement ne seront plus du tout retenus par ces surfaces. La conséquence, elle est directe au niveau environnemental, c'est que lorsque le pH de la solution sera acide, ces éléments chimiques vont devenir mobiles. Ils vont partir avec la solution. Alors qu'en revanche, lorsque cette solution va se neutraliser, par exemple lorsqu'on est plus loin, elle se dilue, elle rencontre des eaux qui sont neutres, le pH augmente petit à petit, donc on arrive vers ici, par exemple vers la neutralité, et on voit qu'à la pH neutre, avec cette interface, eh bien, on a pratiquement tous les cations qui sont piégés donc, à la surface de ces oxydes de fer. S'ils sont piégés, ça veut dire qu'effectivement, ils n'iront pas plus loin, mais le milieu va s'enrichir. Le milieu va s'enrichir avec ces métaux lourds. On a exactement l'inverse pour les anions, puisque les anions sont chargés négativement. Donc là, c'est l'inverse, c'est que justement, lorsqu'on va baisser le pH, l'interface se chargeant positivement va nous piéger les anions, et ces anions vont donc se concentrer dans ces pH acides, justement, on va avoir donc des polyanions qui vont être ainsi adsorbés de façon très très efficace.
Alors, sous quelle forme il s'absorbe, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais ça peut être simplement une attraction électrostatique, puisqu'un cation est chargé positivement, un anion est chargé négativement. Ce que vous voyez ici, la petite figure type Mickey, c'est simplement H2O, donc HOH, donc qui entoure le cation. Et donc, il garde l'ensemble du complexe, garde évidemment la charge du cation, puisque l'eau est neutre, moléculairement neutre. Et donc, dans d'autres types de complexes, on va au contraire partager des voisins avec le minéral qui est dessous ou avec la paroi bactérienne qui est dessous, peu importe, et on va avoir ce qu'on appelle des complexes de sphères internes, et à ce moment-là, vous avez greffé votre élément chimique à la surface du minéral, c'est beaucoup plus efficace. Lorsque vous augmentez la concentration, bien, vous précipitez carrément donc, les métaux lourds à la surface du minéral. Donc vous voyez qu'on a différents processus qui peuvent expliquer l'attraction plus ou moins grande de ces métaux lourds pour l'environnement. En quoi c'est important? Au-delà de l'intérêt purement scientifique, c'est important parce que le temps de latence, le temps de réponse donc, du milieu va être très important pour libérer les métaux lourds ou pour au contraire les piéger. Dans les deux cas, il va falloir qu'on comprenne bien ce qui s'est passé pour pouvoir modéliser le comportement. Pourquoi est-ce qu'on veut modéliser ce comportement? C'est parce qu'on voudrait prédire. On voudrait prédire ce qui va se passer dans quelques années. Est-ce que la situation va pouvoir rester sous contrôle? Est-ce que ça risque à nouveau de relâcher des métaux lourds dans l'environnement? C'est ça qu'on essaye toujours de savoir en géochimie environnementale. Alors on a, je ne vais peut-être pas passer trop longtemps, donc on a toute une panoplie de méthodes physiques et chimiques. Les parties chimiques n'étant pas trop versées dedans, je n'ai pas trop développé, il y en a beaucoup. Et donc, caractérisation physique, caractérisation chimique, beaucoup d'outils qui permettent justement de déterminer cette association et d'aller au-delà de la simple concentration. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un paramètre qui est vraiment très important pour comprendre le comportement des éléments chimiques. Donc en France, on a donc des mines métalliques que l'on va retrouver pour l'essentiel, pas uniquement. On a évidemment les mines de fer de Lorraine, mais et d'un certain nombre pas uniquement de Lorraine, d'un certain nombre de bassins sédimentaires. Sinon, la plupart des mines, et notamment celles qui nous soucient au niveau environnemental, seront trouvées dans les massifs granitiques, dans les massifs cristallins au sens large. Donc on est dans les Pyrénées, on est en Bretagne, et on est évidemment surtout dans le Massif central. Donc dans des mines de petite taille, souvent, qui ont été parfois exploitées pendant plus d'un siècle. Alors, ces mines peuvent être des mines de plomb, auquel cas on dit, bah oui, le danger c'est le plomb, c'est pas très compliqué. Mais très souvent ces mines vont impacter au travers, non pas du métal pour lequel elles étaient exploitées, mais d'un élément chimique qui n'était pas très intéressant, mais qui existe quand même, il est là. Donc ça peut être de l'arsenic, par exemple, sur une mine de plomb-zinc. C'est un exemple qu'on verra tout à l'heure. On ne voulait pas exploiter l'arsenic, on a exploité du plomb et du zinc, et puis on a mis tout ce qu'on ne voulait pas sur le côté. Et malheureusement, ce qu'on a mis sur le côté, et qui a donc évolué avec le temps, contenait des concentrations en arsenic vraiment très importantes. Ça peut être aussi du cadmium. Le cadmium, on ne s'en sert pas. On ne s'en servait pas, du moins à l'époque, on s'en sert beaucoup maintenant, mais là aussi, il va être donc relâché lors de l'évolution de ce minerai avec le temps. Donc il faut faire attention, ce n'est pas uniquement le métal qui est indiqué sur la carte qui va polluer, mais les métaux associés vont être évidemment importants. Et donc là-dedans, c'était pour ça que j'avais fait le schéma tout à fait au début, le tout premier schéma, les éléments non récupérés, c'est-à-dire soit les éléments qui sont portés par les haldes, c'est-à-dire donc les stériles qui environnent le corps minéralisé, soit lorsque vous avez tout broyé, les résidus donc, de traitement, ce que vous n'avez pas réussi à récupérer. En général, on récupère 90, 95, 98%, ce qui est très bien. Mais il reste encore quelques pourcents qui ne sont peut-être pas économiques, mais qui existent, et donc ces quelques pourcents vont partir avec le temps, parfois, pas toujours, mais parfois. Donc on va avoir des paramètres. Alors, comme on a vu tout à l'heure, justement, on va pouvoir piéger des éléments chimiques, soit dans des phases qui vont précipiter, donc très rapidement vous êtes pris dans le volume de la phase, soit vous allez piéger l'élément chimique à l'interface entre la phase et entre le minéral donc, et son environnement. Alors ça repose sur le fait que l'on souhaite que toutes ces phases secondaires, ces phases dans lesquelles l'élément est hébergé, ces phases que parfois l'élément lui-même va pouvoir former, tellement sa concentration est importante, on espère que la phase est stable. Si elle n'est pas stable, évidemment, ça va nous remobiliser l'élément lourd. Et
Une des raisons de les déstabiliser, de ces piégeages, c'est notamment de faire varier le pH, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure justement. On fait varier de 0 à 100% l'efficacité de piégeage des métaux lourds lorsqu'ils sont piégés aux interfaces, lorsqu'ils sont adsorbés avec un D. Et les conditions redox, EH, c'est donc le redox. Alors, les réduction, oxydation d'éléments de transition, pour nous, ce sont essentiellement les oxydes de fer. Le fer ferreux est soluble, le fer ferrique est insoluble. Lorsque vous allez réduire, lorsque le milieu va se réduire, et il va se réduire très facilement, il suffit de s'enfoncer, vous êtes sous une lame d'eau d'1 mètre ou 2, vous vous enfoncez très rapidement, vous allez réduire effectivement, commencer à réduire vos oxydes de fer. Le fer ferrique n'est plus stable, c'est du fer ferreux, les oxydes de fer se déstabilisent, et évidemment leur cortège de métaux lourds qui étaient associés, qui étaient piégés, qu'on avait un peu oubliés, mais là, ces métaux lourds sont à nouveau relâchés dans l'environnement. Donc vous voyez que c'est très dynamique, c'est un système qui va effectivement ne pas du tout qui ne va pas du tout être statique dans le temps. Alors on ne va pas faire beaucoup de chimie, mais juste un tout petit peu, et on va surtout se l'expliquer. La réaction de base qui explique ce que l'on observe dans le monde entier sur toutes les mines de sulfure. Ça va être l'oxydation des sulfures et de celui qui est le plus important. Celui qui est le plus important, il s'appelle la pyrite, et c'est ce sulfure de fer, FeS2. Ce soufre ici, c'est un soufre sulfure, S-, qui va donc s'oxyder avec le dioxygène de l'air en réaction avec l'eau, donc pour nous donner des précipités de fer ferrique, d'hydroxyde ferrique, donc qui sont ces précipités orange et rouge qu'on a déjà vu tout à l'heure, et surtout qui vont dégager des protons et des anions sulfates associés. Et c'est ça qui va nous donner donc des pH qui sont couramment des pH de 2 à 3. Ce n'est pas des pH qui sont extrêmes, mais c'est des pH qui sont bas quand même, surtout vu les volumes d'eau qui sont concernés. Donc à ces pH, effectivement, l'activité biologique va être extrêmement réduite et surtout, donc, ça va s'accompagner de ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire les métaux lourds seront entièrement libres, ils seront désorbés, ils ne seront plus piégés sur les interfaces minérales-solutions. Donc ça, on verra ça tout à l'heure. Donc j'avais deux exemples donc, à montrer. Il y avait d'abord, donc, dans le cas du plomb-zinc, l'ancienne usine donc, de Métal Europe avant son démantèlement donc, dans le Pas-de-Calais, où on avait effectivement des bois et des domaines cultivés qui environnaient l'usine. C'est une usine qui a fonctionné pendant plus d'un siècle, pendant pratiquement un siècle et demi, en traitant, donc, qui était la principale usine de plomb-zinc en Europe occidentale. C'était un employeur très important donc, dans le nord de la France, et traitait du minerai qui n'était plus du tout un minerai de France, qui arrivait d'un petit peu partout. Et ce que l'on voit, c'est déjà un contraste entre les sols cultivés, comme ici. Donc on a effectivement les sols cultivés, comme ils sont labourés, vont vous homogénéiser les premières dizaines de centimètres. Vous voyez ici sur 30 cm, les concentrations sont élevées employées en zinc, et ensuite elles chutent. Et la différence avec un environnement auquel vous ne touchez pas, donc par exemple un sous-bois, eh bien vous avez une concentration qui va ensuite, avec un profil de diffusion classique, la concentration en métal lourd va progressivement diminuer avec la profondeur. Et ce que l'on voit, c'est très, très rapide, c'est pour montrer justement que les spéciations des éléments chimiques sont vraiment très variables. C'est que l'on va avoir donc une évolution différente des scories. Les scories, avec le temps, ce sont des scories qui sont partiellement vitrifiées, qui contiennent des oxydes. Par exemple, dans ce cas-là, c'est un oxyde de fer Fe3O4 dans lequel on trouve le zinc. Et cet oxyde est relativement stable. Donc on va conserver effectivement ce zinc venant des scories, donc il n'a pas été récupéré dans le process industriel, on va le récupérer donc, et on va le stabiliser dans cette phase. En revanche, dans le cas du zinc, le zinc est largement donc, volatile à cause des températures atteintes dans le process. On va émettre effectivement des oxydes et des sulfates donc par oxydation de ces sulfures, et ils vont venir se déposer, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, par nucléation des gouttes d'eau, et on va avoir donc, des formations notamment d'argile à base de zinc, et de complexes, il n'est pas sorti, mais enfin de matière organique ou d'oxyde de fer qui ont piégé à leur surface donc le zinc. C'est un environnement qui est effectivement labile, donc il va effectivement évoluer avec le temps. Et
Pour le plomb, c'est un scénario qui est assez voisin. Donc on constate que le plomb se restabilise très vite dans l'état de scorie qui entoure l'usine, dans des phosphates qui sont très peu solubles. Et on va avoir là aussi donc, un complexe d'absorption, un complexe de surface majoritaire dans lequel le plomb ne va pas non plus être très stabilisé. Et effectivement, alors ce n'était pas pour ces raisons-là, mais c'est vrai qu'il y avait des cas de zétonisme infantile dans la région. Enfin, à proximité immédiate de l'usine, pas du tout dans la région. Alors, encore plus que le plomb ou le zinc, l'arsenic pose des problèmes environnementaux. Il pose depuis longtemps des problèmes environnementaux. Enfin, depuis longtemps, c'est un souci, c'est-à-dire que l'arsenic est un poison et il y a des impacts sur la santé à la fois à court terme et à moyen terme. C'est un agent cancérigène reconnu depuis longtemps. Comme je l'ai dit tout à l'heure, très souvent cet arsenic n'était absolument pas recherché, donc il se trouve sous forme d'impureté et on ne pense pas toujours effectivement à son impact futur. En tout cas, on n'y pensait pas du tout, je suis sûr, lorsqu'on exploitait ces minerais il y a 100 ans ou il y a 50 ans. C'est un élément chimique qui est complexe. Alors, donc je présenterai ça de façon très superficielle, très rapide. Et il y a 2 degrés d'oxydation en surface. On distingue les arsénites, avec un degré d'oxydation 3+, qui est relativement dangereux pour la santé, et un arsenic 5+, les arséniates, qui sont un peu moins dangereux pour la santé. Je suis quand même très prudent. Donc il y a quand même une gradation dans le danger entre le 3+, et le 5+. Et puis les minerais eux-mêmes, c'est de l'arsenic 3-, et donc ce sont des arsénures qui vont très souvent accompagner donc, les sulfures. Et une fois qu'il est en surface, eh bien, on va le retrouver même dans la nature. Alors on sait le faire en chimie, effectivement, mais on va retrouver dans la nature des complexes organiques extrêmement stables. Et de façon générale, et on le verra tout à l'heure rapidement, l'interaction entre l'arsenic et l'activité biologique qui est tout à fait exemplaire, l'arsenic rentrant dans les cycles respiratoires d'un certain nombre de bactéries. Donc le souci, ça va être de stabiliser cet arsenic. Donc on va souhaiter le stabiliser, donc, notamment lorsque les sulfures qui contiennent l'arsenic vont s'oxyder, pour donner donc, de l'arsenic 3+ ou 5+. Et donc on va avoir des piégeages, les concentrations sont tellement importantes qu'on va avoir des précipitations de minéraux d'arsenic. On va avoir du piégeage en surface. Vous voyez, quand j'ai marqué oxyde de fer ou de manganèse, ça veut dire que ce sont des oxydes qui ont piégé en surface l'arsenic. Donc on ne voit peut-être pas un minéral qui est très original. En revanche, on sait que l'arsenic est piégé, donc il n'ira pas plus loin. Et donc ce sont ces processus d'absorption et de coprécipitation qui sont ici détaillés, et donc une action très importante de l'activité microbiologique. Alors comme pour toutes les autres contaminations, l'activité minière n'est pas la seule en jeu. Donc ce sont les points rouges qui nous concernent, qui sont les grands points de contamination en arsenic d'origine minière, mais on voit que l'on a aussi d'énormes domaines, donc notamment ici dans le Bangladesh. Ce n'est pas très grand en termes de surface, c'est quand même très grand en termes de surface, et surtout que ça affecte une centaine de millions de personnes, et que donc on évalue à plusieurs dizaines de millions de personnes la population du Bangladesh qui est affectée par une contamination arseniée, avec donc des impacts sur la santé qui sont absolument considérables. Ça fait plusieurs années effectivement que c'est connu. Et bon, on n'a pas le temps cet après-midi de rentrer dans le détail de cette origine, mais ce sont ces points-là qui sont les plus dangereux au niveau mondial. Ceci dit, vous voyez qu'on a partout ces points rouges qui sont donc ces mines qui vont relâcher des quantités d'arsenic importantes et donc qui demandent donc des remédiations prioritaires par rapport à d'autres mines. L'arsenic va effectivement interagir avec les cellules pour venir soit donner des électrons, soit prendre des électrons. Donc dans un cas, vous allez réduire, et dans l'autre cas, vous allez oxyder donc, votre arsenic. Et il va donc interagir avec la bactérie qui va respirer ainsi, littéralement, donc cet arsenic. Et on va ainsi avoir donc une accélération des processus, c'est ça qui est vraiment très important. Donc une catalyse de ces réactions d'oxydoréduction qui parfois sont lentes, et ça c'est un paramètre qui est vraiment très important. Et j'ai mis, bien que ce ne soit pas du tout dans le thème, mais je trouvais que c'était une belle illustration, dans le cas d'un autre élément chimique où le redox est variable, on voit que effectivement les bactéries peuvent soit piéger à la surface de leur capsule donc des minéraux, soit réduire même, donc là c'est l'uranium réduit, à leur surface parce que c'est de la matière organique, donc elle est réductrice. Alors on a donc ça aussi c'est quelque chose que j'avais présenté, donc je vais relativement vite. Donc cet exemple qui est dans le sud de la France, avec donc des concentrations,
en arsenic qui sont extrêmement élevées. Là, on est sur donc, des concentrations de quelques dizaines de pourcents. Ce n'est pas le seul endroit dans le monde, on en trouve dans de nombreux endroits, donc des oxydes de fer qui sont extrêmement concentrés en arsenic, au point que ce sont des oxydes de fer et d'arsenic. Et l'on trouve en solution donc, des concentrations en arsenic qui sont extrêmement élevées, avec en plus le mauvais arsenic, l'arsenic 3, sachant que la norme est ici, on est à une norme de 10 microgrammes, donc vous voyez qu'on est bien au-dessus lorsqu'on est au niveau de la mine. Et lorsqu'on arrive au niveau des habitations, eh bien, vous voyez qu'on est quand même encore plus élevé, on est encore élevé par rapport à cette norme. Donc il y a une notion de précaution, donc la région de Salsigne par exemple dans l'Aude est aussi sous principe de précaution au niveau de récolte de légumes dans les jardins ou de légumes ou de plantes sauvages qui sont interdites par arrêté municipal depuis longtemps parce que ce sont des concentrateurs en arsenic. Donc ce sont des processus qui sont connus et effectivement on a une réglementation qui suit. Voilà, donc je vais assez rapidement. On va effectivement avoir donc des formes différentes de bactéries, des espèces différentes de bactéries qui vont interagir pour oxyder, vous voyez que ce n'est pas du tout les mêmes, pour oxyder l'arsenic et le fer. Donc c'est le fer toujours et parfois l'arsenic. Donc dans certains cas, donc, notamment ici, donc c'est de l'arsenic 3+ qui va précipiter. Mais lorsque la température augmente et qu'on a des thiobacilles, eh bien on va aussi oxyder cet arsenic. Donc il va devenir donc, un arsenic 5. Donc vous voyez, les formes sont complexes, mais c'est surtout l'intérêt que je vois, c'est surtout de montrer que vous n'êtes pas du tout incompatible avec un développement d'une activité biologique qui va profiter donc, de ces milieux qui pourraient être considérés comme étant hostiles. Voilà, un dernier exemple sur lequel je vais terminer, c'était le cadmium. Le cadmium dans la Garonne, qui est un problème qui semble maintenant s'être résolu. On a effectivement vu des impacts en cadmium dans l'embouchure de en Gironde et dans des bassins qui sont pas très loin. C'était connu depuis quelques dizaines d'années et on s'est rendu compte en remontant, alors qu'ici on n'a absolument aucune possibilité, il n'y a aucune mine de quoi que ce soit dans toute cette zone-là. En fait, on est remonté, on s'est rendu compte que ça venait d'une ancienne usine de traitement de minerais de plomb, donc une société belge, c'était de la Vieille Montagne. Donc vous voyez, on est presque à 2 siècles, enfin un siècle, virgule 7, du démarrage d'activité de cette usine. Donc on a une longue activité avec donc ce qu'ils appellent des crassiers, c'est-à-dire en fait des stériles de traitement. Et l'action des crues. Et donc les crues vont mettre en suspension, vont d'une part lessiver donc ces stériles, vont ensuite mettre en suspension et mettre en mouvement donc les particules contenant donc du cadmium, et vous allez ainsi contaminer avec une rivière qui est minuscule, elle contribue pour 1% du début de la Garonne, c'est-à-dire c'est rien du tout. Eh bien, elle va effectivement affecter, vous voyez, on est sur à peu près 250 km, elle va affecter la géochimie donc, de cette rivière, avec une migration qui est complexe, parce que vous avez une forme du cadmium qui est immobile, c'est le sulfure de cadmium, on l'appelle la grainokite, c'est un minéral qui est totalement insoluble. Donc s'il est insoluble, il précipite, il reste au fond. Et si vous avez, par exemple, vous êtes en été, il y a moins d'eau, à ce moment-là, vous allez pouvoir l'oxyder. Et votre cadmium, si jamais il y a un orage à ce moment-là, le cadmium étant soluble, il va pouvoir partir un peu plus loin. Il va se refaire piéger s'il est dans un niveau un peu réducteur, comme c'est souvent le cas en fond de rivière. Il va se repiéger, donc redevenir insoluble, et ensuite se remobiliser. Et on arrive au maximum de concentration lorsque l'on est dans les estuaires ou dans les zones d'envasement, où là, effectivement, on va avoir donc, un milieu qui va préférentiellement piéger ce cadmium. Donc, heureusement, donc, la quantité, le stock de cadmium semble avoir baissé de façon très significative depuis qu'il y a eu des travaux pour endiguer justement le départ de ces stériles miniers. Et donc, petit à petit, la situation s'améliore. Alors, c'était arrivé au point que la culture, l'élevage plutôt des huîtres était interdit en Gironde depuis plusieurs dizaines d'années et que donc la région a été très contente. Il y a eu un arrêté préfectoral qui autorise à nouveau, donc depuis 6 mois, depuis l'été dernier plutôt, qui autorise donc la production d'huîtres donc en Gironde pour montrer justement que une fois qu'on a pris les précautions, eh bien la situation peut effectivement revenir à la normale progressivement.
Voilà, donc j'arrête ici et nous allons donc voir justement ce que les organismes chargés de faire la recherche sur ces risques au sens large, donc voir leur expérience, profiter de leur expérience. Merci.